Hey, what's up mes petits piou-piou? J'espère que ça va. Aujourd'hui dans notre émission De Vive Voix, je reçois une star internationale. De qui je veux parler? De Frédéric Da Silva bien sûr. C'est un magicien et un showman de Las Vegas. Vous ne le connaissez pas encore? Eh bien Frédéric Da Silva, c'est ça! Madam, I'm going to ask you to make a drawing. Okay? When I will be blindfold, draw whatever you want. Something in large and big, something that everybody understands what's in your mind. Alright? Now I will not be able to see you anymore. Alright, perfect, thank you very much. That person here was on the maximum of imagination. Can you see the drawing here? Alright, I ask you to do something very simple, but it's actually not that simple. I'm getting something like that and something like that and something like that. This is for the road right there. I'm getting something like that and something like that. This is the smoke of the house here. We have two windows on the top. Ladies and gentlemen, yes or no? Is it close enough? This artist is able to guess what you are hiding in your pocket. Stop a watch at the time you secretly visualize. Or even figure out the name of the person you are thinking of. Laura? Oh my God! Your wheel has the serial number F23 and the number 9 and a 1 and a 3 and a 5. Does that make sense? Yes. Alors Frédéric Da Silva, merci d'être venu, ça nous fait très plaisir, c'est un grand honneur vraiment pour nous de te recevoir aujourd'hui dans l'émission De Vive Voix. On aimerait un petit peu mieux te connaître Frédéric, alors j'avais quelques questions à te poser et j'aimerais savoir en fait, enfin moi je le sais déjà mais on va le demander pour tous ceux qui nous regardent. Frédéric, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as commencé la magie? Alors j'avais 5 ans et c'est le Père Noël, je croyais beaucoup au Père Noël. Je pensais que c'est un peu le Dieu des enfants, on ne sait pas où il est, on sait qu'il est quelque part mais qu'il nous regarde, qu'il veille sur nous, qu'il sait ce à quoi on pense. Et j'avais 5 ans et le Père Noël, j'ouvre le paquet et il m'avait offert une petite mallette de magie. Ouais. Alors qu'il avait offert des petites voitures à mes cousins et je trouvais ça extraordinaire qu'on m'ait donné les secrets des magiciens, des secrets que les gens n'avaient pas, que les adultes n'avaient pas. Et je pensais qu'il y avait quelqu'un là-haut qui me donnait un message et que je devais être rempli d'une mission d'exploiter ces objets, ces accessoires. Et j'ai su tout de suite que j'allais faire ça toute ma vie. Tout de suite. C'était une de ces choses qui apparaissent d'une manière très claire, qui sont très difficilement explicables. Quand tu sais qu'il y a peut-être un coup de foudre, quand tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu sais que t'en as pour des années et des années et des années. Moi c'était ça, ma vie a pris un sens à ce moment-là et j'étais très reconnaissant de pouvoir avoir été choisi. À 5 ans, c'est extraordinaire quand même de savoir qu'on va faire ça toute sa vie. C'est incroyable. Ouais, je me rappelle comme si c'était hier. Et l'émotion aussi que j'ai eue lorsque j'ai ouvert ce paquet-là. Et alors j'étais trop petit pour pouvoir lire les explications des tours. Donc c'était ma maman qui m'expliquait les tours. Alors je lui disais qu'il fallait surtout pas dévoiler les secrets, qu'il fallait que ça reste entre nous. Mais j'étais déjà super contrarié de devoir déjà partager ça avec quelqu'un. Je faisais mes premiers tours devant les amis, devant la famille. Et tous les gens se rappellent, j'étais au Portugal il y a quelques jours, ça fait 10 ans que j'y étais pas allé dans le village de ma grand-mère. Et les gens se rappellent encore que j'étais petit garçon avec ma mallette de magie et que j'improvisais des spectacles tout le temps. Et ça a perduré, adolescent. Est-ce que tu étais bon élève à l'école? Oui, j'étais bon élève et en plus j'allais à l'école la journée et le soir j'avais une autorisation du préfet pour pouvoir travailler dans des endroits où j'avais même pas le droit d'être puisque j'avais même pas 18 ans. Ouais. Donc j'avais 13 ans, je me rappelle, j'avais une autorisation pour pouvoir travailler dans les restaurants, dans les cabarets. Je faisais mon numéro le soir, je rentrais vers minuit, 1h du matin et je me relevais à 5h du matin pour faire les devoirs que j'avais pas eu le temps de faire et j'allais à l'école
et ça se passait très bien. Donc en termes d'études, tu n'as pas choisi des études, tu savais déjà que tu allais faire de la magie en fait, même si l'école ça se passait bien, tu savais déjà que c'était ça que tu allais faire. En fait, je le savais depuis toujours, ouais. Sauf que je savais que je ne pouvais pas l'exprimer parce que les gens n'allaient pas comprendre. Donc étant donné que j'ai commencé très tôt et que j'allais à l'école et que j'avais une bonne scolarité, je savais que personne ne m'empêcherait de pouvoir continuer à faire ça. Mais je savais que tout ce que je voulais, c'était être sur scène. Et j'ai quand même fait des études universitaires. Mais ouais. Et alors, une question, parce que aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, on voit de nombreuses vidéos qui vont expliquer des tours, mais j'imagine que pour toi, ça n'a pas été le cas. Et donc, du coup, comment tu as appris ces tours? Est-ce qu'on te les a enseignés? Est-ce que tu les as découverts par toi-même? Est-ce que tu en as inventé? Alors à l'époque, il y a plus de 30 ans en arrière, on n'avait pas Internet, on n'avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Google ou Siri qui répondait à toutes nos interrogations. Et ce qui me fascinait par rapport à la magie, c'était ça, c'est que c'était quelque chose c'était tellement mystérieux, c'était tellement secret, c'était tellement gardé, c'était tellement quelque chose d'invisible que je savais qu'il n'y avait que moi qui pourrais... la passion que j'avais était de découvrir ces secrets de magicien, et je pense que les gens de ma génération qui ont grandi comme ça avec cette difficulté à apprendre sans avoir accès à la facilité qu'on a aujourd'hui, c'est une génération de gens qui ont tellement voulu faire ce métier qu'ils ont ensuite été prêts à tout sacrifier et à se battre pour réaliser ces rêves d'enfant. Aujourd'hui, évidemment, on va sur Google et on a l'explication à tout. Les magiciens, aujourd'hui, expliquent beaucoup plus leurs numéros. Bien sûr. Et je trouve que c'est très dommage. La première chose que quand on avait un livre de magie, la règle numéro 1, c'était un magicien ne doit jamais dévoiler ses secrets. Et c'était quand même la base de ce métier-là. C'était au moins il y avait de gens qui savaient. Au plus il y aurait d'impact, et au plus les numéros seraient rares, et c'était rare de voir un vrai magicien. Aujourd'hui, on est dans une autre ère. Alors, je sais qu'il y a plusieurs types de magie. Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme magie, et qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces différents types de magie? Alors, je me suis toujours plutôt considéré showman que technicien vraiment de la magie. J'essaie de faire tous les styles de magie. Dans mon spectacle, il y avait aussi bien des tours, j'avais des colombes, à 14 ans j'avais des colombes, et les colombes vivaient avec moi et je faisais un beau numéro avec les colombes. J'avais des grandes illusions avec James, on fabriquait tout un tas de trucs, parfois immenses, qui étaient intransportables, qu'on ne pouvait même pas monter sur scène, tellement c'était lourd. Et aussi les petits tours, et puis la magie mentale. Et ça, c'était quelque chose qui m'a toujours intrigué, puisqu'il n'y a pas d'accessoires. C'est pas un spectacle qu'on peut acheter. Et puis moi, mon rêve, c'était d'aller à Las Vegas. Et quand je voyais les spectacles à Las Vegas, je me rendais bien compte que j'avais pas les moyens pour pouvoir rentrer en compétition avec ces spectacles qui font des millions et des millions de dollars de budget. Et je pensais qu'il allait falloir que je trouve une autre solution pour pouvoir accéder à mon rêve qui était de travailler à Las Vegas. Alors, est-ce que tu peux nous résumer en quelques grandes dates ou un petit peu ta carrière? Parce que du coup, tu l'as commencé très tôt, des premiers contrats même professionnels à 13 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, en quelques grandes dates ou quelques grands endroits où tu as pu travailler? J'ai passé ma jeunesse, quand j'étais enfant, dans ma chambre à travailler mes tours, à travailler chaque mouvement, chaque geste, jusqu'à ce que tout soit parfait. Et au plus les gens me disaient que je ne serais jamais magicien, au plus j'étais rempli d'énergie pour pouvoir le faire. À 14 ans, j'étais le plus jeune magicien professionnel en France. Et j'ai commencé ensuite à signer des contrats et à voyager partout dans le monde. J'ai travaillé 2 ans à Disneyland à Paris, c'était aussi un rêve pour moi. Qu'est-ce que tu y faisais à Disneyland du coup? Je travaille pour le secteur événementiel. À Disneyland, après, une fois que tout est fermé, il y a des gens qui louent le parc des entreprises où il y a des événements privés. Ouais.
La dernière fois que je suis allé, je crois que c'était l'ouverture de l'attraction Ratatouille. Donc parfois j'étais pris comme magicien, parfois ils me prenaient simplement pour le relationnel avec les gens, ils me payaient comme si je faisais mon spectacle, mais des fois c'était juste pour distribuer des journaux et dire Ratatouille, demander les news. Et j'ai beaucoup appris à Disney aussi sur cette façon de penser qu'on a tous un rêve, on a tous notre cœur cherche à chercher quelque chose, et que si on a suffisamment de courage pour croire en ses rêves et si on se bat pour les réaliser, rien n'est impossible. Donc du coup tu es de Lyon, donc tu as fait quelques dates, tu as fait des dates aussi à Lyon. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu si tu as envie ou pas, hein, du public lyonnais? Est-ce qu'il est différent? Est-ce que tu peux nous dire ça? Le public français en général, c'est une chance parce que c'est un public qui est très cartésien, qui est très sceptique et qui aime bien chercher les tours. Alors c'est pas du tout malsain, c'est juste qu'il y a une sorte de challenge entre l'artiste qui présente un numéro qu'on comprend pas et du coup les gens cherchent à comprendre. Aux États-Unis c'est pas du tout comme ça, les gens se fichent de savoir comment ça marche. Il l'a fait et ça a marché. Il l'a fait, formidable, ils applaudissent et ils n'ont pas du tout envie de savoir si c'était dans la manche ou dans la poche. Donc l'avantage c'est que le public français est tellement difficile par rapport à ça que j'ai construit plus mes numéros. Il fallait que ce soit impossible à comprendre. Ouais. Donc il fallait que la technique soit parfaite, il fallait qu'il y ait tellement de niveau de bluff en fait, que je savais que même quelqu'un de très intelligent qui voit le spectacle une fois ne pourrait pas comprendre le numéro. Ce qui m'a permis ensuite de voyager dans d'autres pays où finalement les gens sont pas aussi, les gens sont plus faciles et que du coup j'arrivais avec cette base là. Donc le public lyonnais, j'ai beaucoup travaillé dans les cabarets au pied dans le plat, la vie d'artiste, ces cabarets qui étaient très populaires il y a une dizaine, 10-15 ans. J'en faisais 2-3 par jour. Il y avait même un cabaret à Saint-Étienne et je leur disais que j'étais pas disponible et ils me disaient mais on vous fait passer à 2h du matin, on vous dira aux gens d'attendre. Et il m'annonçait, le spectacle était déjà terminé, et il disait attendez jusqu'à 2h du matin et il va arriver. Et j'arrivais à 2h du matin et les gens m'attendaient, je faisais mon tour et j'ai des moments extraordinaires de cabaret. C'est très très difficile de faire du cabaret, c'est une très belle école. Alors tu as fait plusieurs émissions en France et notamment au Portugal où tu y fais aussi des numéros. Quelle est la différence entre la scène et la télévision? C'est une bonne question. Quand j'ai travaillé au Portugal, j'ai fait plus de 300 émissions télé, il y avait toujours un public. Oui. Et ce public-là, il m'accompagnait, ils étaient fans ensuite, ils étaient excités quand je venais, donc je faisais toujours mon tour pour le public. Et pour les gens qui sont à la maison, c'est important que les gens comprennent que c'est pas quelque chose qui a été arrangé avant, que les gens sont pas dans le coup, parce que sinon n'importe qui peut le faire. Oui. Et à l'époque en tout cas, il y avait encore cette discipline que quand on est magicien, il doit pas avoir de trucage vidéo et la personne qui fait le numéro doit pas être dans le coup, on s'arrange pas avant quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins cette éthique-là, oui. Mais en tout cas, moi j'ai encore fait une émission de télévision au Portugal il y a quelques jours et il n'y a rien qui a été préparé avant quoi. La plupart du temps d'ailleurs, je fais ce que je fais exactement sur scène, je le fais à la télévision, donc c'est pas bidonné comme on dit. D'accord. Et donc aujourd'hui tu es à Las Vegas, depuis combien de temps? Alors, Las Vegas ça m'a pris... À 18 ans, mes parents me payent le voyage pour aller à Las Vegas. Ouais. Et je vais là-bas et ça a été une révélation incroyable. Et je me suis dit, zut, c'est un truc qui va me prendre pendant des années et des années. C'est pas une idée qui va me sortir de la tête. Donc il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Ouais. Pendant 12 ans, je travaille ici en France. Pendant 3 semaines, je fais des galas, des spectacles. J'arrive à avoir 1000 €. Je sais que c'est ce qu'il me faut pour prendre un billet d'avion et passer quelques nuits à Las Vegas. Pour me donner un jour en plus, je dors sur la pelouse du César Palace le premier jour parce que je sais que je suis en décalage et que je peux tenir. Je donne mes valises à un hôtel, je donne 2 € au gars du concierge pour faire ça et je tape à toutes les portes et on me dit non, 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 non. Je repars en France, j'ai à nouveau 1000 €, 3 semaines après et je repars. Et je fais ça pendant 12 ans et j'essaye d'inventer tous les trucs possibles et imaginables pour réussir à voir ce spectacle à Las Vegas. Et évidemment il y a des dizaines de milliers de magiciens qui veulent avoir un show à Las Vegas. Ouais.
tous les magiciens veulent avoir un spectacle à Las Vegas. Et comment ça se fait que toi, tu as eu ton spectacle à Las Vegas? Alors, qu'est-ce qui t'a fait sortir du lot? Je me suis dit, si la vie est juste, et je pensais qu'elle l'était, je me disais, s'il y a une seule place pour un seul mec dans un seul théâtre, si la vie est juste, et je pensais qu'elle l'était, je savais que c'était pour moi parce que je savais que personne d'autre ne le désirait autant que moi. Et que si cette théorie-là, elle était vraie, alors je savais qu'il n'y avait aucun doute là-dessus, qu'il n'y a personne d'autre qui pouvait désirer ça plus que moi. Et ça m'a donné une force de me prendre des échecs constamment. Les gens parlent toujours des réussites, mais j'ai passé 99% de mon temps à échouer. Mais tu t'es relevé à chaque fois et tu as continué d'espérer. Et du coup, tu y es arrivé. Oui, on peut voir ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas de doute sur la finalité de ce qui va t'arriver, tu ne considères même pas les échecs comme des échecs en fait. Je me disais, tiens, c'est marrant, les gens ne savent pas que je vais avoir mon show ici à Las Vegas. J'ai beau leur parler, j'ai beau leur expliquer, ils ne le savent pas encore. Mais quand j'étais petit, je savais que je voulais être magicien et que je ferais ça de ma vie. Et je voyais bien que les gens, quand je leur disais je serais magicien, ils me regardaient, ils rigolaient. Et je voyais bien qu'ils ne me prenaient pas du tout au sérieux. Et je me disais, c'est marrant, les gens, ils n'ont pas ce sentiment de certitude. Comme si j'étais capable de me projeter dans le futur et de me voir là-bas. Et quand on le voit et qu'on le sent et qu'on y est presque, on n'a pas l'impression que c'est si difficile que ça finalement. Du coup, Frédéric, qu'est-ce qui fait alors, tu es magicien, mais tu es mentaliste. Qu'est-ce qui fait un bon mentaliste? Il y a certainement un énorme fantasme autour de ce domaine. On se demande toujours si tu as une mémoire extraordinaire, si tu as un truc, si tu regardes les gens et que tu analyses leur comportement. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait toi un bon mentaliste? Qu'est-ce qui pourrait faire comme qualité un bon mentaliste? Un bon mentaliste, je crois que dans ce qu'on fait, c'est-à-dire du spectacle, c'est le public qui décide. Le public décide pour beaucoup d'artistes, pas seulement magiciens ou mentalistes, sans avoir aucune connaissance. Est-ce que ce qui est fait sur scène est difficile? Est-ce que c'est extrêmement difficile? Est-ce que c'est le seul à pouvoir faire ça? Est-ce que c'est un classique? Et je pense que la principale chose quand on fait du spectacle, quel que soit le métier artistique qu'on fait, c'est de le faire pour le public, de se mettre à leur place et d'arriver à les voir, de les écouter et de faire quelque chose qui leur plaise à eux. Parce que finalement, c'est eux qui vont décider à la fin. Je n'y connais rien en mentalisme, mais je pense que c'est le meilleur mentalisme que j'ai jamais vu. Le meilleur. C'est le cas pour la chanson, c'est le cas pour... Et lorsqu'on est attentif au public et qu'on travaille pour eux, on travaille forcément différemment. Et moi, par exemple, les numéros que je fais ne sont pas des numéros que je cherche à faire pour des magiciens, même si j'ai fait beaucoup de concours. J'ai fait beaucoup de concours pour pouvoir avoir un visa, pour pouvoir être accepté un jour aux États-Unis. Mais ça n'a jamais été mon truc de faire des concours. J'en ai fait plein, j'en ai gagné. Il me semble que tu as eu le Nostradamus d'or en 2010, c'est ça? J'ai commencé par les... En fait, on m'a dit, ne serait-ce que pour aller aux États-Unis, tu ne peux pas vivre aux États-Unis même si tu ne travailles pas. Je trouvais ça absolument incroyable. Donc on m'a dit, il faut un visa. Ce visa P01 s'appelle Visa pour personnalité internationalement reconnue pour ses habilités extraordinaires. Il faut montrer qu'on a des habilités extraordinaires, il faut montrer qu'on est internationalement reconnu. J'ai donc commencé à faire des télévisions et je me suis dit, il va falloir que je fasse des concours, il va falloir que je les gagne pour pouvoir montrer que... Pour prouver que tu peux apporter cette valeur ajoutée en fait au pays. En fait, c'est ça. D'accord. Donc j'ai commencé les championnats de France de magie, j'ai été primé, ensuite j'ai représenté la France au championnat d'Europe, j'ai gagné 2 fois le prix du meilleur mentaliste d'Europe en 2010, ensuite 2 ans après j'ai recommencé, donc j'ai refait un numéro 2012 et finalement j'ai eu mon visa, sauf que j'avais toujours pas de show à Las Vegas. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit, on a une salle, c'est une boîte de nuit, mais c'est pas à Las Vegas, c'est un peu plus loin, mais si tu nous donnes 30 000 €, 30 000 $, je sais plus, tu peux jouer l'après-midi, on va faire une scène pour toi, etc. Moi, je travaillais comme un malade, je trouvais toujours l'argent pour pouvoir tout payer, donc j'avais plus rien, à chaque fois j'avais plus rien, mais ça m'était égal, j'étais prêt à payer quel que soit le prix. Et j'annonce que j'ai un show à Las Vegas.
ça faisait tellement longtemps que j'annonçais que je voulais faire un show à Las Vegas depuis que je suis gamin, que tout le monde se fichait de moi, surtout dans la profession. On faisait des photomontages de moi avec d'autres magiciens à Las Vegas. Donc s'il y avait un mec qui avait un t-shirt blanc et que lui il avait un t-shirt blanc, ils allaient regarder, il s'est habillé pareil. Je mettais un débardeur, on trouvait qu'un jour ce type-là, il avait... si le gars il avait fait un jour un numéro avec des enfants et que moi j'avais fait un numéro avec des enfants, on dirait regardez, il avait fait... Enfin, c'était très très cruel. Oui. Et quand j'ai annoncé que j'avais mon show à Las Vegas, je me suis dit là vraiment je peux pas me planter parce que tout le monde va m'attendre au tournant. Et en fait je me suis fait avoir, il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien du tout, je pars à Las Vegas, j'annonce, je mets tout mon argent dans la pub, j'ai plus rien du tout. Et là je comprends que c'est une arnaque et qu'il n'y a pas de théâtre, qu'il n'y a rien du tout. Donc je vais voir un avocat et l'avocat me dit bah oui vous êtes fait arnaquer par un mec qui arnaque tout le monde et il me dit avec un petit peu de chance votre histoire va intéresser la presse et qui sait ça se trouve il y a quelqu'un qui va vous appeler et qui va vous dire bah nous on a une place de disponible. Oui. Et il se met à rigoler et moi ça me fait pas rire parce que c'est tellement j'en ai tellement bavé quoi, oui. Que ça me fait plus rire du tout quoi. Et en fait c'est ce qui s'est passé. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, enfin j'avais engagé quelqu'un, une sorte de manager là-bas temporaire, et qui, le Bally's Casino en plein centre de Las Vegas, avait un buffet, oui. Ils ont décidé de s'en séparer. C'était pas un théâtre, c'était pas une salle de spectacle, il y avait des grandes vitres de partout, on pouvait même pas faire de spectacle, il y avait des colonnes de partout, et ils avaient un dîner-spectacle qui marchait pas trop bien. Et ils m'ont dit, donc le producteur a dit, si vous voulez, est-ce que ça vous intéresserait de faire le spectacle? Par contre, il faudrait le faire en plein milieu de l'après-midi, parce que personne ne veut faire de spectacle l'après-midi à Las Vegas. Alors moi j'ai dit, évidemment, pas de problème. Il me dit, venez quand même voir la salle, parce que c'est pas vraiment une salle de spectacle. J'ai fait, non, pour moi c'est très bien. Et le gars me dit, bon, bah, il faut que ce soit approuvé par le casino. Et pour que ce soit approuvé par le casino, il ne faut pas que vous soyez magicien. Parce qu'en fait, Las Vegas sont des groupes de casinos. Oui. Et en fait, tu parles à un directeur artistique, il te dit non, tu vas au casino d'en face et tu te retrouves avec le même gars qui t'a déjà dit non. Donc tu dis, bah, je vais aller au Flamingo. Et en fait, c'est le même gars. C'est le même. Et d'arriver pendant 12 ans à se dire, j'ai pas fait le tour de la question, je vais encore y arriver, c'est croire vraiment en l'impossible, quoi. Mais de toute façon, c'était ou ça, ou je mourrais. C'était terrible, quoi. C'était une obsession. À un moment donné, je me suis dit, si j'y arrive pas, j'aurais pourri ma vie. Parce que j'aurais rien fait d'autre, en fait. Pour arriver à ça, il faut tout donner, toute ta vie. Et même quand je dormais, j'avais une application sur mon téléphone, ça jouait une musique toutes les 15 minutes. Comme ça, quand je dormais, j'avais conscience que je dormais et je me disais, il faut que je retourne travailler. Donc dans ma tête, je réfléchissais comment est-ce que je vais arriver à avoir un show à Las Vegas pour ne pas perdre ces heures de sommeil à rien faire. J'ai tout donné. Et en fait, si on ne donne pas tout, on n'y arrivera jamais. Et le problème, c'est que si on n'y arrive pas, ben on a complètement raté sa vie. Donc j'avais à un moment donné pas ce doute, mais je me suis dit, c'est vraiment dramatique, quoi. Et donc ils me disent combien de jours vous voulez jouer par semaine à Vegas? Je fais je sais pas, j'ai le droit à combien? Il dit parce que tout le monde prend des jours de repos. Je fais je veux pas prendre 2 jours de repos. Il dit on met 7 jours sur 7 alors? Je fais ok. Et à un moment donné il revient, il fait vous voulez faire 2 shows par jour? Je fais ouais. 2 heures, 4 heures? Je fais ouais. 14 shows par semaine? Ouais. Et donc on signe un contrat de 6 semaines, il me demande de tout payer à l'avance. Je me rappelle plus comment j'ai récolter l'argent, parce que je n'en avais plus, mais je sais pas, j'ai payé. Et donc là, j'ai 30 ans. Je pense que je suis tiré d'affaire. J'ai mis toutes mes économies dans la pub parce que la dernière chose que je veux, c'est qu'il n'y ait personne qui vienne. Oui. Et les jours passent et j'ai pas de nouvelles de la billetterie. Et je m'attends au pire. Et j'appelle la billetterie 2 heures avant le spectacle, puisqu'on n'a pas des sièges qui sont fixés au sol, donc on avait des chaises. Je veux savoir combien de chaises on met. Et j'ai demandé combien on a vendu de places, et ils me disent 0. Et je pense que ça a été le moment le plus... en anglais on dit messed up. Il n'y a plus rien qui...
plus rien n'a de sens. C'est le moment le plus désespéré de ma vie, je crois. Tu t'es senti vide? Ouais. En fait, j'étais à la quête de quelque chose que j'ai réussi à obtenir, mais ensuite, je me disais, je ne vais pas être capable de... on me donne une seule chance, je savais que j'en aurais pas d'autres, ça faisait 15 ans que j'attendais ça. Je me suis dit, là je peux pas me planter, mais maintenant, comment je fais pour remplir une salle à Las Vegas alors que j'arrive de Lyon, quoi. Personne ne me connaît, quoi. Et en face, il y a Céline Dion, il y a Britney Spears, il y a le Cirque du Soleil, et tout ce qu'on m'a dit depuis toujours, que ça ne marcherait pas, je me dis... et je n'arrive toujours pas à abandonner, à me considérer vaincu. Et je demande combien on a vendu de places pour la semaine, et ils me disent 0, 0, 0. Il n'y avait rien, quoi. Et je sais que je serai foutu à la fin de la semaine parce que j'ai plus d'argent. C'est-à-dire là, j'avais ma tête sur les magazines, j'avais fait ma pub, il n'y a personne qui vient, j'ai pas de solution pour dans 5 jours pour continuer, quoi. Et j'ai un contrat de 6 semaines. Donc la semaine d'après, c'était à peu près la même chose. Et alors je me dis, est-ce qu'on peut au moins trouver du monde pour que moi je puisse jouer mon spectacle, pour que moi je puisse dire, j'ai joué à Las Vegas, quoi. Au moins que je dise que je l'ai fait, on prend des photos et je montre que c'était vrai, je l'ai fait. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai. Parce que après, pendant des années, les gens continuaient de penser que c'était pas vrai. Hein. Et là, le casino me dit, on a des gros joueurs, on a des gens qui sont à l'hôtel, on a les restaurants, on va trouver des gens qui vont venir gratuitement pour que vous puissiez au moins jouer. Et par miracle, le dernier moment, on arrive à trouver 70 personnes. Alors, je gagne rien, mais je m'en fous, je réalise mon rêve. J'ai un micro qui marche pas, c'est 4 heures de l'après-midi à Las Vegas, j'ai des baies vitrées avec le soleil qui vient par derrière, les gens n'y voient rien du tout. On n'a pas de lumière, on n'a que dalle. Il me demandait où sont vos accessoires et je disais j'ai un livre, j'ai une enveloppe, un stylo, mais mon spectacle c'est comme ça que ça marche. Il me dit mais ça va jamais marcher, mais faites-le. Et je me rappelle que le directeur de la salle m'a envoyé un message en me disant vous vous jetez dans une piscine avec des requins. Et je fais le spectacle et à la fin du spectacle les gens se lèvent et tout le monde s'en va et il y a un mec qui reste avec un costard et il me dit je suis le directeur de Caesars Entertainment, directeur de le groupe de casino, le directeur artistique, et il me dit ces gens-là ont vu tous les spectacles à Las Vegas. Ils se sont levés, c'est très rare qu'ils le fassent. Il m'a dit je passe un coup de fil au Los Angeles Times et je vois si je peux vous avoir une interview. Et ça a commencé comme ça en fait. J'avais un contrat de 6 semaines et là cette année ça fait 6 ans. C'est 6 semaines qui sont devenues en 6 ans. Et en fait la première année, étant donné que ça marchait pas, il me disait est-ce que vous avez une stratégie et je me disais si ces gens-là qui ont tellement de pouvoir, ils n'arrivent pas à trouver un show qui marche à 4 heures de l'après-midi, on est à Vegas en plein centre, quoi. Comment est-ce que moi, il me demandait est-ce que vous avez un plan, quoi. Et très innocemment, je disais je pense que les gens vont m'aider. Peut-être un peu naïvement aussi, hein, parce que même en essuyant, je veux dire, tous ces plâtres, tous ces revers, tu continuais quand même à y croire. Et en comptant aussi sur la bienveillance des gens qui t'ont entouré. Alors j'avais personne qui m'entourait. J'ai jamais trouvé de producteur, j'ai jamais eu de manager, j'ai jamais trouvé de gens qui me donnaient de l'argent. J'ai tout fait tout seul. J'avais que le public. Et je pensais que je connaissais le public bien, puisque j'ai toujours tout fait pour le public. Donc pendant 1 an, j'ai commencé, j'avais 4 jours par semaine. Du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Étant donné que je ne faisais pas d'argent avec le show, le dimanche soir, je prenais un billet d'avion pour revenir en France, au Portugal ou n'importe où.
faire un spectacle pour une entreprise, pour tout ce que je pouvais. Dès que je sortais de l'avion, faire 1, 2, 3 représentations, prendre un billet d'avion, repartir à Las Vegas avec le décalage horaire, 17 heures d'avion dans l'autre sens, et d'arriver comme si de rien n'était le jeudi à 4 heures pour jouer devant 3-4 personnes avec voilà combien je vous dois, ça c'est pour les placiers, ça c'est pour la location de la salle, ça c'est pour les lumières. Et pendant pratiquement 1 an, j'ai fait ça sans que personne le sache pratiquement. Alors on se moquait encore de moi parce que les gens disaient, le mec il fait croire qu'il était à Las Vegas il y a 3 jours, on l'a vu jouer dans un cabaret à Lyon samedi. Et j'ai fait ça et j'ai continué et un jour on se rend compte je me rends compte que le spectacle est le spectacle le mieux noté de Las Vegas. Entre-temps, les gens ont commencé à écrire des commentaires sur TripAdvisor. On a commencé, il y avait 200 shows, j'ai commencé 200e. Et j'ai commencé un jour à être dans le top 50 et un jour j'ai vu David Copperfield j'ai commencé à le dépasser. Et après j'ai dépassé Chris Angel et après j'ai dépassé Céline Dion et là il y a carrément le Wall Street Journal qui a fait un article en disant qu'il y avait un gars à 4 heures de l'après-midi qui dépassait Céline Dion sur le site TripAdvisor qui est très populaire en tout cas aux États-Unis et ensuite sur Vegas.com qui est la billetterie numéro 1 à Las Vegas on a 4.9 sur 5 et on a eu 5 sur Yelp et les gens effectivement c'est les gens qui m'ont sauvé, je pense encore que c'est le public Best qui m'a aidé. C'est ça, Best Showman, le meilleur showman de Vegas. Alors Frédéric, on vient de passer un petit peu en revue un petit peu ta carrière. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi personnellement. Je sais que tu parles 3 langues. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire lesquelles tu parles et est-ce que tu peux nous dire une petite phrase dans ces 3 langues? Est-ce que c'est possible? Je crois que je parle un peu plus de 3 langues, mais les 3 langues que je parle le plus, c'est le français. Je crois que j'ai suffisamment parlé en français. Ouais. Je veux que j'utilise quelque chose en français. En portugais, o meu nome é Frederic, sou mágico, comecei a magia quando eu tinha 5 anos e estou muito contente por estar aqui. Ça veut dire je suis célibataire, appelez-moi. C'est toi qui as lu dans mes pensées. Non, et en anglais, my name is Frederic, I have a show in Las Vegas and I would love to see you coming and say hi. Ce qui veut dire, je m'appelle Frédéric, j'ai un spectacle à Las Vegas et je serais très heureux que vous veniez me voir et me dire bonjour. Puisqu'à la fin du spectacle, je rencontre tous les gens. Ouais. Il y a ce qu'on appelle un meet and greet. Alors pas maintenant évidemment, d'une part parce qu'il n'y a plus de spectacle à Las Vegas pour le moment avec l'épidémie. Et puis parce que pour les raisons sanitaires, on ne pourrait pas faire ça. Mais chaque spectacle que j'ai fait, à la fin, j'invite tout le monde à rester. Et les gens restent, on fait des autographes, on fait des photos. Je suis disponible jusqu'à la dernière personne et j'ai jamais refusé de faire ça. Et c'est très très important pour moi de pouvoir connaître les gens et de créer cette amitié avec le public et d'être reconnaissant pour les fans et les gens qui viennent depuis longtemps et qui reviennent avec d'autres personnes. J'essaye de me rappeler de leur prénom. Ouais. Ouais. Alors, petite question indiscrète, tu nous réponds si tu le souhaites. Est-ce que tu as un cœur à prendre, Frédéric? Est-ce que tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi. Moi aussi, j'en étais sûre. En plus, je suis sûre que tu l'as sais puisque tu travailles avec des magiciens et tu t'es fait avoir quand même. Bon, alors mesdames, il y a toujours, mesdames et peut-être certains messieurs, je sais pas. En tout cas, il y a toujours de l'espoir. On ne sait pas, mais il y a de l'espoir. Est-ce que tu pourrais, pour les téléspectateurs de Vive Voix, nous faire un petit numéro? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Ok, alors bon, il faut dire quelque chose de très important, c'est que ça n'a pas été préparé d'aucune sorte. Zéro, rien, on est bien d'accord. Alors moi je sais que je devais dire la question, mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc notre ami caméraman, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir puisqu'il est derrière la caméra. Alors c'est Pat du coup qui va... je peux passer, allez, okay. Et ben je vais laisser ma place à Pat. Okay. Il y a des livres là-bas. Bonjour. Bonjour. Hein, on s'est vu tout à l'heure, mais bon. On s'est vu derrière la caméra. Il y a plein de livres. Prends-nous un livre qui est un peu gros, qui est un peu épais. C'est pas mes bouquins, hein. Là on est chez vous en l'occurrence. Je ne suis pas chez moi. Qu'est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Trop intelligent pour être heureux.
Ah bah il y a plein de trucs dedans, Fiona, tu veux... C'est tout à fait moi ça. Tu t'es arrêté, à la page 112. Ok. Je suis stressé là. Non. Non, ok. Qu'est-ce qu'il nous faudrait aussi? Peut-être, Fiona, est-ce que il y a des post-it, un marqueur? Pose-nous ça ici. Okay. J'ai jamais touché ce livre, est-ce qu'on est d'accord? Ah, ça, Et tu as choisi, il y a une vingtaine de livres là-bas. Pour dire, j'ai hésité entre quelques livres, voilà. Ouais, tu as hésité entre quelques livres, mais voilà. Paul, est-ce que tu as besoin de lunettes? Non, non, c'est bon. Quel âge tu as? J'ai 31. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Mémorise le premier mot de la page, ne dis pas ce que c'est. Ok. Oh là là, ça me met une pression de malade. Ok. Prêt? Ouais. Ok. Pense à la première lettre de ce mot, regarde-moi ici. Et je vais simplement dire l'alphabet, je ne vais pas te toucher, rien du tout. D'accord? Lorsque je vais dire la première lettre de ce mot, dans ta tête, tu dis stop. Tu ne bouges pas les lèvres, tu dis rien du tout, tu dis stop simplement dans ta tête. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Ok, c'est déjà passé. Ok. Est-ce que c'est entre P, Q, R ou S? Il faut que je te dise. Ouais. C'est ce que je pense. Dis S. S. R. R. Ça commence par la lettre R. Ouais. Ok. On aurait dû montrer le mot parce que sinon. On va te croire. Je vais le montrer d'abord à la caméra et ensuite je vais te demander de me dire le mot. Ok. D'accord? Dans ta tête. Répète ce mot encore et encore et encore, de plus en plus fort, comme si tu essayais de le crier dans ta tête encore et encore. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. Donne-moi ta main. J'ai jamais touché ce livre, c'est pas mon livre. À quel mot as-tu pensé? Retrouver. Regarde. Ah, tes conneries, c'est ouf. C'est un truc de fou. Mais comment t'as fait? Oh, mais c'est incroyable. C'est la première fois que je me fais mentaliser de ma vie. Oh, mais c'est un truc de fou. Mais t'es dangereux, hein. Ouais. Ça veut dire que quand tu parles avec quelqu'un, tu peux. Ah, laisse tomber, je me casse d'ici. Fiona, reviens si tu veux. Oh, mais c'est un truc de malade. Complètement improvisé, il faut dire que c'était vraiment ce mot-là. Je te jure, c'était ça. C'était ouf. Attends, Fiona, je te redonne le micro. Ouais, on va se rééquiper. Bon, si on nous voit flou, c'est qu'il est encore un peu perturbé derrière. Ah non, mais c'est un truc de malade. Alors, on va reprendre une génial. Pardon, excusez-moi, allez-y. moi, c'est la première fois que je vois ça. Je suis bluffée. J'ai hésité entre deux livres. En fait, j'ai pas voulu choisir. Il y en a un qui est posé là. C'est un livre sur la Gestapo. Donc, du coup, j'ai dit non, on va peut-être pas donner ce livre. Et du coup, je me suis dit trop intelligent pour être heureux. Bah, ok, on va peut-être mettre celui-là. Ça va, il va plutôt bien passer. Et au moment où on a commencé ça, tu savais même pas quel livre non, tu allais je savais prendre, pas et quel c'est vraiment livre. tes livres. Et en plus, j'ai tenu à ne jamais toucher ces Et livres. tu nous as dit avant l'interview, je ne toucherai pas au livre pour être sûr. Oui. Et on Et, parlait en plus de ces choses de télévision que des fois c'est préarrangé. Que c'est un peu que j'ai c'est dit truqué, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et enfin même moi derrière la caméra j'étais bluffée vraiment. Non mais et en plus, si je peux dire quelque chose, moi je suis fan de mentalistes, je suis beaucoup ces artistes mentalistes et je connaissais certains trucs de pas bouger la tête quand tu penses à certaines choses et je faisais hyper attention. Honnêtement, je faisais hyper attention et je me suis fait avoir, mais et franchement, je suis Bravo. Tout le monde applaudit, on est 5. 12, wouh. Parce que les gens derrière imaginent peut-être qu'il y a beaucoup de public et qu'il n'y a que 4 personnes qui ont applaudi. c'est une restriction sanitaire. On n'a pas de mots à de vive voix pourtant, là on n'a pas de mots, c'était incroyable, extraordinaire, vraiment bravo Frédéric. Quel beau mot, en plus on s'est retrouvés alors que ça faisait 11 ans qu'on s'était pas vu. Nous on se connaissait pas, James ça faisait 11 ans qu'on s'était pas vu. Et on est tombé. Et c'était tellement important pour nous et franchement c'est quand même les choses... ouais. C'est vraiment super. Et en plus c'est ce que tous les artistes souhaitent aujourd'hui, c'est retrouver leur public. Je suis très touché que ce soit ce mot auquel il est pensé. qu'il ait lu en premier.
C'est incroyable. Frédéric, l'interview va toucher à sa fin déjà et j'en suis plus que malheureuse, mais on a passé en tout cas un très bon moment. Merci. Mais avant que ça se termine, Frédéric, j'aimerais te demander. J'aimerais te demander. Les stripteaseuses de Las Vegas. C'est ça. Allez les filles, vous pouvez sortir. J'aimerais te demander si tu as un message, qu'il soit pour ta profession, pour tes collègues ou qu'il soit personnel. Est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un ou un message plutôt général? En tout cas, à tous ceux qui pourraient t'écouter. À l'heure où on tourne, on est en plein dans la pandémie. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo dans 10 ans. En ce moment, le monde entier, dans le monde du spectacle, est affecté puisqu'on est en pleine pandémie du Covid-19. Oui. Et les artistes ne peuvent plus être avec leur public. Oui. On a passé notre vie avec notre public et là, c'est interdit de le faire pour des raisons sanitaires qui sont compréhensibles. Alors bien sûr, on ne peut pas dire aux gens jetez-vous, allez voir des spectacles puisqu'on ne veut pas que les gens tombent malades. En revanche, c'est important que l'on reste soudés, qu'on reste ensemble. Des choses comme par exemple là, on ne pourrait pas être ensemble s'il n'y avait pas eu le Covid, puisque je travaille tout le temps à Las Vegas. À Las Vegas. Et que finalement, parfois, il y a toujours un bon côté dans les choses. Ça nous a permis d'être ensemble et de parler peut-être d'avoir des projets pour le futur, de reconnecter émotionnellement avec notre famille, donc je suis sûr que lorsque les gens pourront à nouveau ressortir, on appréciera chaque moment, chaque spectacle qu'on voit, chaque moment avec ses amis. On se rend compte à quel point c'était quelque chose de précieux et je préfère vivre cette situation qu'on vit en ce moment de cette manière-là et j'ai une envie folle de retrouver les gens et de pouvoir les embrasser, de pouvoir donner des high five aux gens qui sont au premier rang et de voir ces mains au premier rang qui essayent de toucher la main de l'artiste. C'est tellement important, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on pourra à nouveau vivre ça. En tout cas, merci beaucoup Frédéric de nous avoir donné de ton temps, d'être venu de Las Vegas jusqu'ici pour parler dans notre émission. Ça Avec grand plaisir. Ça nous touche énormément. Et bravo pour ce que tu fais, c'est vraiment très très bien. Les lumières sont bien, le son est parfait, tu es parfaite et je suis très heureux de pouvoir être là. Merci beaucoup Tout le monde est Frédéric. parfait, Pat, le petit Gilles qui n'est plus vraiment un petit Gilles. James, c'est absolument extraordinaire. En tout cas mes petits piou-piou, je vous remercie d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à nous. On vous fait tout plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.